Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, la deuxième journée des Jeux Olympiques a dès le début tenu ses promesses. En natation, en effet, dans les séries du 200 mètres papillon messieurs, le record olympique ce matin est tombé à plusieurs reprises. Et c'est en dernier recours Mark Spitz qui a établi le meilleur temps dans la 4e série de qualification, en améliorant de près de 4 secondes l'ancien record qui appartenait à l'Australien Berry depuis 1964. Mais entre-temps, deux autres Américains, Gary Hall dans la première série de qualification et Robin Backhouse dans la deuxième, avaient également amélioré le record. Mais voici maintenant la course de Mark Spitz. Oui, déjà ce matin, M. Spitz nous fixait l'un de ses premiers rendez-vous dans le bassin olympique de Munich. 200 mètres papillon messieurs série, qualification en temps, et là, Spitz et ses deux camarades de l'équipe américaine, Backhouse et Hall, vont avancer des pièces maîtresses sur l'échiquier olympique jugé plus tôt. Gary Hall, record olympique dès la première série, 2 minutes 3 secondes 7. Robin Backhouse, 2 minutes 3 secondes, 11 centièmes en deuxième série, nouveau record olympique. Et ici, en liberté, l'étonnant Mark Spitz, il est à la ligne 4, au centre de votre écran, entre l'allemand Flockner, ligne 3, et Brinkley, ligne 5. Spitz est déjà lancé vers un nouvel exploit à la mesure de son talent. Il va pulvériser le record olympique en 2 minutes, 2 secondes, 11 centièmes, à 6 dixièmes seulement de son record du monde. Mark Spitz remportera certainement sa première médaille d'or cet après-midi aux environs de 18 h dans le 200 mètres papillon. L'Américain, on le sait, est venu à Munich effacer son cuisant échec de Mexico. Il est digne de succéder au fameux Don Schlander. Ce n'est pas 5 médailles que ce phénomène de la natation est venu quérir à Munich, mais bien 7 médailles d'or. Voilà donc pour l'essentiel de la matinée à Munich. Nous y reviendrons, bien sûr, nous reviendrons aux Jeux Olympiques tout à l'heure. Voyons maintenant l'actualité non sportive, à commencer par l'actualité sociale en France. Monsieur Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, sera reçu cet après-midi par monsieur Edgar Faure, le ministre d'État chargé des Affaires sociales, qui poursuit ses consultations avec les syndicats. Monsieur Edmond Maire tentera d'obtenir en avant-première quelques éléments du plan social du gouvernement dont on connaîtra les grandes lignes la semaine prochaine. Il demandera également que l'on ajoute à ce plan une réforme, celle du droit de licenciement dans l'entreprise qui constitue le nouveau thème prioritaire des revendications de la CFDT. Mercredi, M. Edgar Faure recevra M. André Bergeron à la tête d'une délégation de force ouvrière. Enfin, il faut noter sur l'agenda de cette semaine l'ouverture des négociations entre M. Malot, le secrétaire d'État à la fonction publique, et les représentants des fédérations de fonctionnaires qui ont signé la convention salariale de l'année dernière. Pour le gouvernement, le principal problème de cette rentrée, c'est sans aucun doute de parvenir à financer toutes les mesures sociales prévues sans pour autant aggraver la hausse des prix. Or, cette hausse, déjà forte au cours des derniers mois, s'est accélérée cet été. Selon l'indice officiel que l'on connaîtra demain officiellement, elle pourrait être de l'ordre de 0,6 à 0,7% pour le seul mois de juillet. Qui dit hausse des prix dit bien sûr danger pour la monnaie, un danger, Michel Tardieu, qui ne doit pas laisser la bourse indifférente. Allô, Michel ? Excusez-moi, j'ai des problèmes de micro, je n'entendais rien. Je suppose que je suis à l'antenne maintenant. Vous êtes à l'antenne. Effectivement, la hausse des prix fait parler tout le monde et on doit connaître, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, on doit connaître l'indice des prix du mois de juillet. Et cet indice est mauvais. La hausse serait de l'ordre de 0,7%, ce serait la plus forte hausse enregistrée depuis janvier 70. Depuis le début de l'année, en 7 mois, la hausse est de l'ordre de 3,6%, c'est-à-dire qu'elle est supérieure en moyenne à 0,5% par mois, ce qui nous place sur une courbe supérieure à 6% dans l'année. C'est beaucoup plus que les 4% que souhaitait le ministère des Finances. Et rien n'indique que la hausse des prix doivent s'arrêter. En effet, pour l'instant, nous sommes dans ce qu'on appelle l'inflation euphorique. Les revenus, eux aussi, augmentent assez vite. Les salaires ont augmenté cette année, en tout cas d'après les statistiques qu'on possède actuellement, en moyenne de 10 à 12%. C'est beaucoup. Donc, les consommateurs peuvent continuer d'acheter beaucoup, soit qu'ils aient de l'argent, on sait que les caisses d'épargne et les banques regorgent de liquidités en ce moment, soit que le crédit aux particuliers leur permette de devancer l'accroissement de leurs revenus et d'acheter. Normalement, dans une période de ce genre, on serre les freins. Mais nous ne sommes pas dans une période normale, nous sommes en période préélectorale. Si bien que le gouvernement se trouve un petit peu sur le fil du rasoir. D'un côté, il voudrait ralentir l'inflation qui use le franc et qui sape l'autorité internationale de la France. De l'autre côté, il ne veut pas imposer aux Français des contraintes économiques à quelques mois des élections. Si bien qu'il y a un risque que
le zèle préélectoral de l'ensemble des partis politiques et de certains syndicats valent à la France finalement de monter sur la plus haute marche du podium pour la course salaire-prix. À vous, Alexandre Belloc. Merci Michel, à tout à l'heure, nous vous retrouverons pour les cotations. Autre chose maintenant. Vous connaissez sans doute déjà ce flacon poudreur de talc morange. Ce produit serait à l'origine d'une vingtaine de décès d'enfants dans le nord de la France et les Ardennes. À la suite de ces décès, une information pour homicide involontaire contre X a été ouverte par le juge d'instruction Brec de Pontoise, qui a également ordonné la saisie immédiate de tous les stocks de talc morange. Il y a une chose qu'il faut tout de suite préciser, c'est que ce talc n'était pas en vente dans les pharmacies, mais disons dans les grandes surfaces, voire dans des épiceries. Avec moi sur ce plateau, le docteur Charbonneau, qui est directeur de la santé au ministère de la Santé publique. Alors, il y a une question d'abord que je vais vous poser, docteur. Ce produit, disons, est un produit parapharmaceutique, un produit que l'on peut dire un produit dit d'hygiène. Oui. Comment se fait-il qu'un contrôle rigoureux ne soit pas assuré pour ces produits-là que l'on ne trouve pas seulement en pharmacie? Eh bien, les produits d'hygiène ne sont pas contrôlés par le service central de la pharmacie comme tous les médicaments. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont comme les produits d'aliments, les produits d'hygiène qui sont vendus dans les grandes surfaces, sont contrôlés par le laboratoire des fraudes, qui est d'ailleurs le laboratoire des fraudes et de qualité. Alors, le laboratoire des fraudes fait ses contrôles, et ce n'est pas moi ici à en parler, mais il n'est pas tombé, ou s'il avait fait des contrôles du produit d'hygiène, il aurait trouvé un bon produit. Il aurait fallu tomber sur le lot qui a été mauvais, car en réalité, dès que nous avons entendu parler pour la première fois de possibilités d'intoxication, d'enfants malades, de symptômes anormaux, nous nous sommes inquiétés de ça et nous avons été, nous, pharmacie, les contrôler. Mais en réalité, nous avons trouvé du talc de bonne qualité. C'est qu'il y a dû avoir autre chose et c'est le juge d'instruction qui nous apportera la réponse à cette question qui est très préoccupante. Oui, c'est cela. Dans l'état actuel de l'enquête, on ne peut pas savoir évidemment s'il s'agit d'un lot qui a été mal dosé, mais il semble que ce soit une chose acquise. Mais il y a une autre question que je voudrais vous poser. De plus en plus, on rencontre dans des lieux, dans des commerces qui ne sont pas des pharmacies, des produits parapharmaceutiques. Est-ce qu'à ce moment-là, avec des accidents de ce genre, le ministère de la Santé publique ne peut pas envisager d'étendre le champ de son contrôle à tous ces produits? Si, une loi récente, votée au mois de janvier, va permettre, lorsque l'on ajoute à ces produits certaines substances, de les faire vendre strictement en pharmacie. Et nous avons préparé un texte qui va permettre, lorsque le dosage est supérieur à certains chiffres, qui variera suivant évidemment le produit, à ce que ce produit devienne en quelque sorte un médicament et soit vendu strictement en pharmacie. Et car de plus en plus, dans ces produits dits d'hygiène, on trouve quand même des substances qui, associées à d'autres, peuvent devenir toxiques. En réalité, il ne devrait pas. Et il y a là un contrôle à faire. C'est-à-dire que nous donnerons une liste des produits qui risquent d'être dangereux s'ils sont au-dessus d'un certain dosage. Et là, incontestablement, nous avons à intervenir, mais ça tombera sous la coupe de la pharmacie. Ce ne sera plus le laboratoire des fraudes, mais les laboratoires de la pharmacie qui s'en occuperont. Docteur, une dernière question, sans vouloir porter de tort, un tort quelconque à tous ces commerces. Est-ce que la mention vente unique en pharmacie est une garantie? C'est incontestablement une garantie, puisque quand c'est vendu en pharmacie, comme vous le savez, avant qu'un produit soit mis en vente, il y a un certain nombre de dosages d'ordre toxicologique et d'ordre biologique et d'essais cliniques. Donc un produit vendu en pharmacie est extrêmement contrôlé. Quand il y a vente unique en pharmacie, c'est donc déjà une garantie. Mais il est incontestable que la multiplication de ces produits d'hygiène demanderait peut-être à être plus réglementée et nous y songeons très sérieusement. Merci, docteur. Depuis le 1er juillet de cette année, 153 feux ont détruit environ 5000 hectares de végétation dans le Midi. Ce sont des chiffres qui ont été donnés l'autre jour au Conseil des ministres par M. Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, lequel a aussi précisé que 65 millions de francs ont été engagés pour aménager les forêts de Corse et de Provence. Pour lutter contre ce fléau, il faut bien sûr développer les moyens d'intervention, mais il y a lieu également de prévenir les incendies en aménageant les forêts. C'est ce qui a été fait dans le massif des Maures, ce fameux périmètre de protection que le président de la République a parcouru incognito l'autre jour. Voici de quoi il s'agit. Voici donc ce périmètre pilote des Maures qu'a visité il y a quelques jours le président de la République, M. Georges Pompidou. Ici, l'on a beaucoup travaillé pour aménager la forêt. Notre guide est M. Coquet, ingénieur du service des eaux et forêts du département du Var.
Voilà une belle réalisation dans ce massif des morts. Oui, il s'agit d'une retenue collinaire de plus de 600 000 m3 à but multiple, c'est-à-dire qu'elle permet non seulement d'approvisionner les sauveteurs en eau, mais également elle permettra d'irriguer certaines tranchées par feu. Y en a-t-il plusieurs dans ce périmètre? Actuellement, 5 retenues collinaires ont été réalisées dans le périmètre pilote des morts. Une dizaine sont possibles dans ce seul périmètre et une centaine pourraient être réalisées très facilement dans l'ensemble du massif des morts. Vous avez également ouvert de nouvelles routes pour avoir accès à ces lacs. Pour avoir accès à ces lacs, pour avoir également accès sur les sommets, nous avons ouvert près de 200 km de routes et pistes forestières. Voici un autre exemple d'équipement des FCI. Il s'agit d'une tranchée par feu mise en culture par un propriétaire à qui nous avons apporté certaines aides sous forme de subventions et d'octroi de droits de plantation de vignes gratuits. Cette tranchée par feu, nous l'espérons, sera particulièrement efficace pour s'opposer au passage du feu et par ailleurs particulièrement facile à entretenir puisque l'entretien sera assuré par le propriétaire. Ce que vous essayez de faire donc, c'est de cloisonner la forêt. Nous cloisonnons la forêt par des tranchées par feu. Vous avez sous les yeux une tranchée par feu secondaire de 100 mètres de large réalisée par enlèvement des broussailles se trouvant sous les arbres. Ce sont les harkis qui vous aident dans ce travail. Les harkis nous apportent un concours très précieux pour la réalisation de tous les travaux manuels dans la forêt, et particulièrement du débroussaillage. Mais nous avons également la possibilité de faire appel à des entreprises. Pour réaliser tout cela, il faut évidemment beaucoup d'argent. Alors, qui finance? Le financement est assez complexe. L'État finance actuellement la plus grande part, mais le département du Var a également fait en son temps un effort considérable pour équiper tout le périmètre pilote en piste et en certaines tranchées par feu. Actuellement, c'est l'État donc qui est le trésorier payeur. L'État, pour le moment, finance dans les périmètres, le département prolongeant son effort dans d'autres secteurs. On a installé également, dans le périmètre, de nombreux points d'eau. On a planté aussi de nombreux arbres en recherchant des essences nouvelles. Enfin, on a créé des aires d'atterrissage pour hélicoptères. Un ensemble bien conçu pour mieux lutter contre le feu et mieux protéger la forêt. En Italie, c'était hier l'ouverture de la chasse. 1,5 million de fusils italiens ont tiraillé dans toute l'Italie avec plus ou moins de bonheur puisqu'il y a eu un mort et plusieurs dizaines de blessés. Près de la seule ville d'Empoli, 25 chasseurs ont été blessés. Accident de chasse en France aussi hier dans le Var. 1 mort et 2 blessés. Les statistiques en la matière ne disent pas si les femmes sont plus dangereuses que les hommes. Elles sont sans doute moins nombreuses que leurs compagnons à pratiquer ce sport, mais pas moins adroites, semble-t-il, à en juger par le reportage que voici. Est-ce que vous avez chassé dimanche dernier? Oui, à l'ouverture du perdreau. À l'ouverture du perdreau, oui. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait le perdreau. Il y en avait, si, bien sûr, mais Il n'y en avait pas beaucoup. pas beaucoup. Donc c'est pas très fourni en perdreau Non. cette année. De moins en moins, je crois, maintenant. Combien prend-on de cartouches? Je vais prendre... Vous chassez depuis longtemps? Pas depuis très longtemps. Je me suis mise quand mon mari m'a incité à le faire. Est-ce que c'était surtout pour le suivre? Au début, un peu, oui. Je trouve que c'est un sport d'adresse et quand on réussit à casser une assiette, on est content. Le fait Ça va de réussir. tuer du gibier ne vous gêne pas? Un peu, si. Si une femme arrivait chez vous, n'ayant jamais chassé ou à peu près jamais tenu un fusil, est-ce que vous pensez que vous pourriez lui apprendre, uniquement dans votre école, à chasser? Et éventuellement, est-ce que vous avez une idée du prix que ça pourrait lui coûter? Les écoles de chasse ne permettent pas à la personne qui vient s'entraîner de prendre contact avec le gibier. C'est indiscutable. On ne tire pas de gibier dans ces écoles de chasse. On sait ce qu'est le gibier parce qu'on en parle, mais on ne tire que des plateaux ou on tire des cibles artificielles, etc. Vous avez beaucoup de femmes qui viennent s'entraîner au tir de chasse dans votre école? Eh bien, ma foi, une certaine quantité de femmes, c'est exact. Je ne dis pas que c'est la majorité de la clientèle, mais enfin, il y a pas mal de femmes qui viennent, et de plus en plus d'ailleurs, s'entraîner pour le tir de chasse. Bien souvent, quand une femme chasse et qu'elle aime ça, ça fait des fois des bons fusils. Le canon un peu plus haut. Là, plus vite. C'est bien, mais c'est à gauche à chaque fois. Essayez pour voir cette histoire de correction de crosse, de le tirer. C'est à gauche. Oui, en montant dedans, mais restez plutôt un peu à droite de l'oiseau. C'est trop tard en prenant.
maintenez votre canon plus haut et plus près de l'épaulement. Voilà. Là, plus vite. À chaque fois, vous bougez à gauche. Claudine, vous chassez depuis longtemps? J'ai chassé, oui, ça fait une bonne dizaine d'années avec mon père. Et puis par suite, je me suis mariée, j'ai arrêté la chasse car mon mari ne chassait pas. J'ai eu un bébé, ce qui m'a empêché de chasser. Et par suite, mon mari s'est mis à la chasse. A priori, on est étonné quand on dit qu'une femme chasse. Est-ce que si vous n'aviez pas eu maintenant à suivre, à accompagner votre mari, vous pensez que vous auriez essayé toute seule de rechasser? Oui, peut-être. Peut-être, mais enfin, ça aurait été quand même plus délicat, vu que mon mari ne chassant pas, il m'était difficile de partir en week-end, éventuellement, et d'aller à la chasse et que lui ne me suive pas. Le fait de tirer sur des animaux et éventuellement de les tuer vous gêne? Vous y avez réfléchi ou vous pensez que c'est une chance qu'ils ont de perdre ou de gagner? C'est-à-dire que quand on chasse, c'est l'ambiance de chasse. On voit un faisan s'élever ou un lièvre galoper. C'est plus fort que nous, on le tire. Une fois quand le chien le ramène plutôt blessé, enfin, je l'achève et puis on n'y pense plus. Après, c'est le tableau qui compte. Apporte mon bonhomme. Bert, apporte. Apporte, mon chien, apporte. Viens vite. Bert, apporte. Viens, viens vite. Viens, mon toutou, viens. Oh, le beau. Celui-là. Il n'y a pas un chien qu'on en met un, il y en avait 23. Il y a les pleines, non? Quand c'est parti, je crois que c'est quel chien qui l'a emmené? Oh là là. Ceci encore à retenir de l'actualité avant de retourner à Munich. C'était le 22 novembre 1963 à Dallas et quelques instants plus tard, John Kennedy allait être abattu. Eh bien, la controverse sur cet assassinat n'est pas encore close. Le professeur Wecht, un grand ponte de la médecine légale des États-Unis, qui a obtenu la permission de la famille Kennedy d'examiner des pièces essentielles ayant trait à cet assassinat, est arrivé à la conclusion qu'il est impossible qu'un seul homme ait tiré les balles qui ont causé toutes ces blessures. D'autre part, le professeur Wecht, qui voulait examiner le cerveau du président Kennedy, dont le rapport Warren disait qu'il était conservé en vue d'études ultérieures, eh bien, le professeur n'a pas pu procéder à cet examen. Le cerveau de John Kennedy aurait purement et simplement disparu. Le cardinal Angelo Dell'Acqua, vicaire général de Rome, est mort hier durant un pèlerinage à Lourdes à l'âge de 68 ans. Le cardinal Dell'Acqua avait été l'un des amis les plus proches de Pie XII et de Jean XXIII aussi. Le pape Paul VI l'avait fait cardinal il y a 5 ans et nommé vicaire général de Rome. La diplomatie et le ping-pong font bon ménage, on l'a déjà vu à plusieurs reprises en ce qui concerne les rapports entre Pékin et Washington. Cette fois, c'est la Chine de Formose que Pékin a invité à participer au championnat asiatique de tennis de table, un ballon d'essai sans doute auquel Formose n'a pas encore répondu. Les Jeux Olympiques maintenant. Hier soir, Jean Lanzy vous parlait de la première médaille d'or, une médaille qui est revenue à un tireur suédois, monsieur qui a un nom Skanaker. La deuxième médaille d'or est revenue à un haltérophile polonais dont je vous laisse le soin, Alain Billoin, de donner le nom. Oui, eh bien c'est un Polonais, Schmalzers, qui a remporté cette médaille d'or en haltérophilie, qui est l'un des sports les plus importants des Jeux Olympiques, avec la natation, l'athlétisme et l'escrime. Le Polonais Schmalzers, eh bien nous allons le revoir à l'occasion de l'une des premières cérémonies du podium. Il avait déjà été champion du monde l'an passé, avec un excellent total. Il a réussi hier 337,5 kg. À gauche, l'Hongrois Zux, médaille d'argent, 330 kg. À droite, Holzreiter, un autre Hongrois, 327,5 kg. Le Polonais Schmalzers était déjà en tête au développé avec 112,5 kg. Le développé, mouvement très contesté, désormais banni des compétitions internationales après les Jeux. Schmalzers, que nous voyons ici tenter 130 kg à l'épaulé jeté, il les manquera d'ailleurs de justesse, alors qu'un Indonésien inconnu, Deptios, allait lui battre le record du monde avec 132,5 kg. Schmalzers offrira donc à la Pologne une médaille d'or prévisible dans cette mini-catégorie des mouches où les concurrents ne doivent pas peser plus de 50 kg. Du côté des Français, Alain Billoin, quelques espoirs de médailles, et notamment avec
Michel Guéguen au pentathlon moderne. Où en est-il? Oui, une satisfaction incontestablement avec Michel Guéguen, qui est en tête du pentathlon moderne à l'issue de l'épreuve d'équitation qui s'est déroulée hier. Le pentathlon moderne, c'est un sport assez peu connu. Nous avions eu l'occasion d'ailleurs de vous le présenter lors d'un hebdo-sport il y a quelques jours. Eh bien, Michel Guéguen est en tête avec 4 autres concurrents. Il a marqué le maximum de points, 1100 points, et aujourd'hui il disputera la deuxième épreuve, l'escrime. En revanche, une petite déception hier avec Daniel Robin en lutte. Il a été dominé par le Bulgare Pavlov, mais on vient d'apprendre à l'instant même que Daniel Robin s'était fort bien repris puisqu'il a dominé cette fois par tombée, vous voyez nettement, l'Indien Nurkekyan. Et puis de très bonnes nouvelles de François Tracanelli. François Tracanelli qui avait effectué une mauvaise chute vendredi dans sa chambre au village olympique. On a dû lui poser 10 points de suture à François Tracanelli, mais il va mieux et il espère bien défendre sa chance dans l'épreuve du saut à la perche dont les éliminatoires auront lieu vendredi. Je vous propose d'écouter cette interview réalisée François à Munich. Tracanelli, on peut voir votre blessure? C'est trop difficile parce que le pantalon est un peu étroit dans le bas et le bandage est très gros. Mais enfin, c'est résorbé, ça cicatrise et je pourrai reprendre l'entraînement demain. Ce qui me laisse 4 jours avant les qualifications. Cela vous a beaucoup ennuyé de ne pas pouvoir vous entraîner pendant 2-3 jours? Non, au moment où c'est arrivé, je venais de terminer ma dernière séance technique, c'est-à-dire 2 sauts, et ça avait très bien marché. Donc tout ce qui me restait, c'est faire de la musculation. J'en ai fait ce matin encore une séance, et quelques séances de course. C'est une blessure au-dessus du genou? Autour du genou, c'est-à-dire ça se fait V un peu sur la droite, et ça a nécessité une dizaine de points de suture. C'est sur votre jambe d'appel ou sur l'autre? Non, c'est sur l'autre. C'est moins grave? Ça n'aurait eu aucune importance. Toujours de Munich, une autre carte à jouer peut-être pour la France en boxe, c'est le poids coq Aldo Cosentino qui a remporté son combat hier, un combat que vous allez pouvoir suivre maintenant. Oui, Aldo Cosentino, c'est sans doute notre meilleure chance de médaille en boxe à Munich. Il a facilement disposé hier du Polonais Respondek au point. Celui-ci pourtant était présenté comme un redoutable puncher, mais ses images sont éloquentes. Cosentino, maillot sombre, est un remarquable technicien. Il a conservé le contrôle du combat pendant les 3 rounds, marquant surtout des points dans la première reprise grâce à ses crochets du gauche. Aldo Cosentino sera rappelé à l'ordre, vous venez de le voir d'ailleurs au cours de cette dernière reprise, pour coup de tête, mais il avait auparavant largement fait preuve de sa supériorité. Cosentino est un excellent styliste, il manque peut-être un peu de punch, mais il est capable d'accéder aux demi-finales des poids coqs. Il avait été finaliste des championnats d'Europe à Bucarest en 69. Revenons maintenant à l'épreuve reine en quelque sorte de la matinée à Munich, c'est-à-dire la natation. Nous vous avons signalé dès le début de ce journal le nouveau record olympique établi par Mark Spitz, mais depuis Alain Bilouin, il y a eu d'autres records. Oui, il y avait énormément d'épreuves ce matin et beaucoup de séries, et puis on suivait avec intérêt la performance de Shane Gould qui disputait le 200 mètres 4 nages, dont elle est la favorite. Shane Gould s'est qualifiée d'extrême justesse, elle n'a réussi que le 7e temps. En revanche, on a eu la révélation d'une Allemande de l'Est, elle s'appelle Cornelia Ender, elle a tout juste à 14 ans, et elle a battu le record d'Europe en 2 minutes 25 secondes, 39 centièmes. Et puis au 100 mètres d'eau, une bonne nouvelle pour les Français. Derrière Mathès, le grand favori, qui a réussi 1 minute 0 secondes 1 centième, eh bien Jean-Paul Bergeau, le Français, s'est qualifié. Il s'est classé 3e dans le très bon temps de 1 minute 0 secondes et 83 centièmes. Et puis d'autres performances des Français. Claude Mandonneau, au 100 mètres nage libre, 1 minute 1 seconde 34, elle s'est classée 3e de sa série et elle est qualifiée pour les demi-finales. En revanche, sa camarade Guylaine Berger, 1 minute 1 seconde 54, 4e de sa série, elle n'est pas qualifiée. Et puis, dans le 100 mètres d'eau, messieurs, un autre Français éliminé, Pierre Baer, qui a réussi 1 minute 1 seconde et 13 centièmes.
Football maintenant, car il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Il n'y aura pas de nocturne de championnat mercredi soir, car il y a un match international samedi à Athènes, le match Grèce-France, un match Alain Bilouin sans Marius Trésor, mais peut-être avec Bosquier. Peut-être avec Bernard Bosquier, effectivement. Ce soir, l'équipe de France est rassemblée à Saint-Malo et Georges Boulogne a l'intention de rappeler Bernard Bosquier. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si Bosquier va disputer ce match ou plutôt l'autre match qui suivra en octobre contre l'URSS. En tout cas, c'est une affaire très intéressante et même une surprise, car Bernard Bosquier, vous le savez, au début de l'été avait déclaré « Je ne veux plus jouer en équipe de France de football ». Il n'avait d'ailleurs pas disputé la mini-coupe du monde en Amérique du Sud avec l'équipe de France. C'est donc quand même une bonne nouvelle, Bernard Bosquier étant l'un de nos meilleurs joueurs en ce moment. Et il a peut-être une bonne chance de retrouver son poste d'arrière central en équipe de France. Pas d'autres nouvelles de sport pour l'instant? Eh bien si, des toutes dernières nouvelles que nous venons de recevoir de Munich, avec un record du monde égalé aux 4 x 100 mètres par les Américains, en 3 minutes 28 secondes 84 centièmes, un bon résultat des Français qui se sont qualifiés également pour la finale en réussissant 3 minutes 35 secondes 84 centièmes, et puis une nouvelle de boxe aussi de dernière heure. Jean-Claude Boutier rencontrera l'Américain Emile Griffith. Nous avions déjà parlé de cette nouvelle il y a 15 jours, après le championnat du monde entre Boggs et l'Argentin Carlos Monzon. Eh bien, ce combat sera conclu. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quelle date, mais le 7 décembre avait été avancé. Enfin, ce sera en quelque sorte la demi-finale du championnat du monde des moyens et vraisemblablement une étape pour Jean-Claude Boutier avant de rencontrer à nouveau Carlos Monzon, titre en jeu. Sport toujours, mais sport automobile, ou plutôt en marge du sport automobile, une nouvelle voiture française à vocation sportive, la Simca 1000 Rallye 2, qui a été lancée par Chrysler France, un moteur de 1294 cm3. Les spécialistes remarqueront peut-être sur cette photo la modification du système de refroidissement qui se trouve à l'avant. Et ils remarqueront également que l'aménagement intérieur est conforme aux impératifs de la conduite sportive. Je crois que maintenant, le moment est venu de retrouver Michel Tardieu à la bourse, mais pour les cotations cette fois. Michel ? Oui Alexandre, cette fois je vous entends très bien. Eh bien la bourse va bien, elle continue d'aller bien. Vous verrez qu'on est peut-être un peu plus sélectif que vendredi. De toute façon le lundi il faut relancer la machine après le week-end, donc il y a un petit peu de réflexion. Mais de toute façon les transactions restent importantes et le marché est plutôt bien orienté, vous allez le voir vous-même. La semaine dernière, l'indice INSEE a monté pour les valeurs françaises de 106,2 à 110,4. En revanche, il avait perdu 1 point en ce qui concerne les valeurs étrangères. Vous avez vu que Esso et Aquitaine sont en légère baisse. En ce qui concerne les pétroles, pourtant, les nouvelles ne sont pas mauvaises. À Beyrouth, la conférence continue entre les compagnies pétrolières et les gouvernements producteurs du monde arabe. Et il semble qu'on doit finir par s'entendre. En tout cas, tous les participants font preuve d'optimisme. À signaler aussi que ELF, la société d'État ELF ERAP, a fait des nouvelles découvertes au large des côtes du Gabon. Le Gabon qui finalement est en train de se révéler comme un futur producteur important sur le marché pétrolier. Il n'y a pas que la mer du Nord qui donne des choses. La CGE est en léger progrès, vous venez de la voir à l'instant. Les spécialistes disent qu'il y a peut-être des problèmes en ce moment au niveau de l'électricité de France et du gouvernement pour l'attribution de la prochaine centrale nucléaire et qu'on dit qu'EDF serait assez favorable à Babcock. Je ne sais pas si vous en souvenez, on a parlé récemment de Babcock quand les cours étaient assez fortement en hausse à la Bourse de Paris et on se demandait si Babcock avait obtenu quelques assurances dans le domaine nucléaire. Eh bien, on dit aujourd'hui que du côté de l'EDF, on serait assez partisan de donner la prochaine centrale nucléaire à Babcock alors qu'au gouvernement, on considérait qu'il vaut mieux la donner à la CGE. De toute façon, il y a eu des conversations au début de l'été, même pendant l'été, entre la CGE et Babcock pour voir dans quelles conditions les deux groupes pourraient coopérer. Et il semble de plus en plus que dans tous les milieux officiels intéressés, on souhaite cette coopération. Reste à savoir si les présidents s'entendront pour la réaliser. C'est aujourd'hui que démarre l'emprunt de la sidérurgie. Usinor, vous voyez, à 116 pour l'instant, mais il n'est pas souligné, donc on ne sait pas si le cours de 116 sera tenu. D'une façon générale, les valeurs sidérurgiques ne sont pas mal. Ce ne sont pas elles que vous voyez en ce moment, ce sont des baisses parmi d'autres. Les valeurs sidérurgiques ne sont pas mal. La Chambre syndicale de la sidérurgie a donné l'emploi qu'elle fera de son emprunt. C'est Usinor précisément qui aura la plus grosse part des 450 millions empruntés sur le marché. Usinor en aura 230 millions. Wendel Siddelor en aura 80. Et puis Sophie-Fos, une filiale de Ugine qui travaille à Fos, elle aura une 50aine de millions. Sur le marché de l'or, on baisse légèrement. 475 contre 490 pour le kilo dans la barre et 10 445 contre 10 490 pour le kilo du lingot.
Quant au Pinet, il gagne 10 centimes. Nous avons quelques SICAV qui continuent de traduire les bonnes dispositions du marché. Le ministère des Finances a publié des statistiques sur l'année 71 qui montrent à l'évidence que les SICAV ont recueilli l'an dernier plus d'argent que les années précédentes et que donc de ce côté-là, les choses vont très bien pour les banques qui gèrent ces SICAV. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Alexandre Ballot. Je profite de la présence de Michel pour donner une dernière information qui ne le surprendra pas d'ailleurs, mais qui l'intéressera. On vient d'apprendre que M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances, présentera au prochain Conseil des ministres, c'est-à-dire après-demain, un ensemble de mesures politiques, économiques et financières pour lutter contre l'inflation. Nous parlions au début de ce journal de la hausse des prix. Nous attendons l'indice officiel. Elle risque d'être assez forte pour le mois de juillet. Voilà donc l'annonce de la parade du gouvernement à cette hausse des prix. Le saint du jour, c'est Saint-Augustin, que nous fêtons aujourd'hui, avec lui les Augustines, Saint-Hermès également, Hermance et Sainte-Linda. Saint-Augustin, brillant étudiant, jeunesse dissipée. En 383, il vient à Rome et enseigne la rhétorique à Milan. Baptisé par saint Ambroise en 387, il devient évêque d'Hippone en Algérie, un des plus grands théologiens chrétiens. Il meurt au moment des invasions barbares en Afrique, le 28 août 430. Bonne fête donc à tous les Augustins, à toutes les Augustines et aux autres. Bon après-midi et à ce soir.